invité américain Corin Nemec. Corin Nemec. Un tonnerre d'applaudissements pour Joe Flanigan. Et un tonnerre d'applaudissements pour Manu Bennett. Et la personne sans qui rien ne serait possible, Sarah, la traductrice, notre traductrice. Parce que si vous comptez sur moi pour faire toute la conférence en bilingue, ça va pas le faire. How are you, sirs? Very good. Wonderful. Yeah, fantastic. Just amazed with this girl over here. She, has to listen to everything we say and translate it into French for you guys. Well done, darling. You do an amazing job. Elle est absolument nécessaire. No problem. My microphone is your microphone. Alors, de la même manière qu'hier, ce que nous allons faire, c'est je vais poser une question un petit peu générale, et puis le but, c'est que vous puissiez aussi leur poser des questions. Je pense que vous êtes là pour ça, non? Je pense que vous êtes là pour ça, non? Oui. Voilà. Alors, moi, ma question, Sarah, pour nos acteurs, va être un petit peu générale et différente de celle d'hier. C'est s'ils n'avaient pas été acteurs, techniquement, quel rôle, enfin, pas quel rôle, quelle profession aurait-il aimé faire? So guys, if so acting wasn't your job, what would you be doing now as a job, different from acting? Homeless train hobo. No, just kidding. I probably would be following in the lines of my mom and my dad. My mom was a professional graphic designer in the music business and theater business, doing poster design for plays and bands and album covers. And my father is a graphic designer. A production designer in the film business. He was an architect before that, but he was production designer on Twister, Terminator 2, The Abyss, The Saint, The Shadow. A ton of films. He's big time. Donc s'il n'était pas acteur, il suivrait un peu les pas de ses parents. Pour sa maman, elle est designer graphique dans le cinéma, la musique surtout, et ainsi que le théâtre. Donc en fait, elle faisait tous les designs d'affiches, de musique, de cinéma et de théâtre. Et son père était, lui, producteur graphique, donc aussi, en fait, il a été producteur dans beaucoup de films très connus, donc il aimerait suivre les pas de ses parents, surtout. Peut-être je serai un architecte, je pense, mais c'est une bonne question. C'est très difficile parce que c'est hypothétical. Hein? I never wanted to be an actor. It was accidental, and I fell into it, and then 15 years later, I think I woke up and I said, Jesus Christ, I'm an actor. Yeah. So it was interesting. I don't know that I've ever fully acknowledged that. In my head, I'm always like, oh, I'm going to do something else. Well, now I'm 58 years old, so that's not going to happen. So yes, I think I would have been an architect. Il dit que c'était une question super intéressante. Oui, il pense qu'il aurait aimé être architecte, même si voilà, c'est une question un peu difficile, et il se rend compte en fait qu'il a mis extrêmement longtemps à se rendre compte, ok, en fait là je suis acteur. Il s'est dit en fait j'ai commencé à être acteur à un âge assez mûr, quoi. Donc il était en mode ok, en fait je suis un peu rentré dans l'acting par hasard, donc il s'est jamais vraiment dit ok, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Il s'est un peu retrouvé là par hasard en se disant ok, en fait maintenant je sais que ok, je suis acteur.
The idea of being an actor, even the word that's used, actor, it's a complex one. Like you want to be a lot of different things in your life. I think you go through different phases of your life. You want to be something different. I wanted to be an archaeologist. I think when I was a kid, I just liked rocks. I liked digging things up. When I saw Raiders of the Lost Ark as a child, I wanted to go dig up, ancient ruins and hold a golden mask in my hand while arrows came flying at you. There was all this excitement. But due to the job that I do and the travel that I get to do, I visited the pyramids. I went to South America and saw Aztec Incan ruins, and going to conventions. I get to go underneath the Louvre and see the ancient ruins of France. So even though I'd like to be a bunch of things, I think the world that I occupy through being an actor gives me the opportunity to have a little bit of everything, really. But still sometimes it's, like as an audience you go, oh wow, those guys get to be on screen, and there's a great price that comes with that. There's a certain anomaly that comes with being an artist, If you go sit down, at the average person's household and they say, oh, I do this job from 9 to 5 and I do this job and everything, and they say, what do you do? And you say, I'm an actor. It's like, what is that exactly, You guys may never know the feeling that we get when a studio calls you up and says, you got the job. It's like being announced the president. It's like, I don't know. It's like landing everything at once. It's like the lotto. And it's so wonderful. And then other times you sit back and you see the 9 to 5 world going to work, and you wonder what it could have been like if you chose that. And I mean, this guy's worked in Washington, for the Bush camp, but for some of the top political as a writer and a writer. Yes, he studied. I looked you up. He studied at the Sorbonne here in France. This gentleman over here. We talked about his family roots, and we all come from an incredible lineage, each and every one of us. We're alive. It's incredible that after how many years this human race has been alive, you're sitting here alive. You could have been one of the dead ones. This is your moment. This is our. There's so many things that can answer this question of what do you want to be? What would you do if you couldn't be here in this seat right now? I'm glad I'm alive. I'm glad I'm in France. I'm glad I'm in Paris. And I'm glad I'm an actor because it puts me right here, right now. So yeah, merci, thank you. I'm gonna try and say everything he said. Bonne chance. Ok, je vais essayer de tout vous dire. Donc déjà, le fait d'être un acteur, c'est quelque chose de très complet. C'est pas, on n'a pas vraiment idée de ce que c'est réellement que d'être un acteur. Mais si, voilà, il devait penser quelque chose quand il était plus jeune. Il avait envie d'être archéologue. Il disait, j'aimais les cailloux, j'aimais les pierres, tout ça. J'aimais creuser, faire plein de recherches. Il avait vu plein de films étant ado qui lui donnaient envie, de parcourir la jungle, d'aller chercher, d'aller fouiller et d'être, pourchassé par des gens, de lancer des flèches. Donc voilà, c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup, même s'il est hyper reconnaissant du fait d'être acteur, parce qu'en fait, il dit, ok, je suis acteur, mais c'est quelque chose qui me permet de faire tellement de choses, et ça lui permet de voyager. Il a dit qu'il a pu aller en Égypte voir les pyramides, il a pu aller en Amérique du Sud, il a pu aller venir vous voir ici, être en convention avec vous, il a pu aller donc en France pour voir le Louvre et donc voir vraiment plein de choses qui l'intéressent beaucoup. Et c'est vrai qu'il racontait aussi que des fois quand il est à un dîner et qu'on lui demande un peu, donc lui il demande qu'est-ce que vous faites, donc c'est un job du 9h-17h, donc un job de bureau un peu comme beaucoup font, et on lui demande et toi c'est quoi ton métier, et il dit que il est acteur, et en fait les gens ne savent pas ce que c'est d'être acteur, donc et que vous savez jamais vraiment ce que c'est qu'un acteur, et en fait
le sentiment qu'ils vont avoir quand leur agent les appelle et qu'ils ont l'appel en mode ok, t'as décroché ce rôle, vous avez jamais ce sentiment, et pour lui le sentiment c'est vraiment comme si on était libéré de prison, d'avoir vraiment en fait tous les étoiles s'alignent on va dire, et ils ont cette opportunité là. Et donc il disait aussi que ce soit Joe, enfin tous les gars ont tous des vies incroyables et des passés vraiment assez incroyables chacun. Et donc même si certes il pourrait faire beaucoup de métiers différents, le métier d'acteur il est très reconnaissant de pouvoir le faire parce qu'il a la chance de vous voir aujourd'hui, et aussi il a la chance, il le rappelle, il a la chance d'être en vie, et il vous dit à vous saisir cette chance et de ne pas oublier que c'est une chance pour tous d'être ensemble et d'être en vie. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais ouais, je suis un bon médecin en télévision. We are whatever we are when we're blanks. You gotta be a lot of things. C'est vrai qu'ils peuvent être et faire plein de choses en fait quand ils sont quand ils jouent, donc c'est génial. Ils sont des bonnes personnes. Alors, je vais poser une dernière question avant de vous donner la parole. Justement, Sarah, est-ce que nos acteurs ont travaillé sur des licences très fortes, Spartacus, Target? Est-ce qu'ils ont été influencés par les films qui étaient là en amont? Et quels étaient leurs liens justement avec ces licences-là? Par exemple, Spartacus avec Kirk Douglas, ou alors Stargate avec Russell Crowe. Donc, est-ce qu'ils avaient un lien avec ça? Et quelles ont été potentiellement des influences qu'ils ont eues? So when you came on all your shows, so Spartacus or Stargate, it existed before you came on. So did it have like the other show before? Did it impact you in a way? Did you watch it before? Did you like? Was it an inspiration or something? Do you want me to go first? I'll make it shorter. Look, I was a huge fan of Stargate the movie. A huge fan. It was it's still one of my all-time favorite sci-fi movies ever made. And I was unfamiliar with the TV series because it was on a cable network that I didn't get. But I knew that it was very successful. And when I got the job, I was more excited to be a part of the original movie until I watched all of the 5 seasons that I didn't see once I got the job of playing Jonas Quinn. I had the producers send me VHS copies, and I watched every single episode in like 2.5, 3 weeks of the first 5 seasons. And then I was like, wow, I'm in deep here. And then I had a banana in outer space. It was amazing. First banana ever in outer space. This guy. Donc oui, il a adoré en fait le film. Donc avant d'être pris pour son rôle, il avait c'est toujours un de ses films préférés de science-fiction qu'il a vraiment adoré. En fait, il avait vu le film, mais pas encore la série. Donc quand il a été choisi pour son rôle, il était d'abord content en se disant ok, je vais faire partie de ça en connaissant le film, mais il n'avait pas encore vu la série. Donc une fois qu'il a été engagé, on lui a envoyé des cassettes du coup, de toute la série des 5 saisons. Il a tout regardé en un temps record et il s'est dit ok, en fait là je suis dans un truc énorme parce qu'il a aussi adoré la série, et il dit qu'il a pu être quand même du coup le premier à voir sa banane dans l'espace, donc ce qui est assez incroyable. I had never watched Stargate. I didn't know anything about it. And when I started shooting, I decided not to watch it because I was afraid it would change the way I played the character. Only after like 4 or 5 episodes did I start watching it. And I'm glad I didn't watch it at the beginning. I knew the premise and everything else, but I had not watched it, so it was interesting. It was fascinating to have a built-in fan base that was coming from SG-1 to Atlantis. Yeah. Grateful. Donc il n'avait pas encore, il avait pas vu, il avait entendu parler bien sûr, mais avant de tourner et même pendant le tournage, il a décidé, en fait c'était un choix pour lui,
de ne pas regarder. Il a commencé que peut-être après quelques jours de tournage, quelques épisodes, a commencé un peu à regarder, et ce qu'il trouve assez impressionnant, c'est de savoir qu'il y avait déjà des fans qui connaissaient déjà et qui ont continué à regarder au fur et à mesure des années. Donc, et maintenant, il adore bien sûr le film et la série. Well, I've got 4 shows that I'm going to talk about, Andy. No, look, Spartacus was a film, of course, and our producer, Rob Tappert, who created Hercules and Xena, was at university with the guy Bill Ham, who became the head of Stars, and the two of them in university had said, let's do a remake of Spartacus. They probably met as a film later in their careers, but they ended up doing it as a TV series because Rob Tappert had done Hercules and Xena. And one of the great things about when you do a TV series rather than a film is that all the characters get developed. Like if I played Crixus in the film, Crixus I think had 2 lines. It was played by, anyway, he had about 2 lines in the film. And you know, in the series, if you do series, it gets flushed out so much more, every single character, because you've got, you know, multiple seasons, multiple episodes. So, you know, I think that was a great way for fans of the original movie to actually really know the full story of Spartacus. And, you know, just when it came to Arrow playing Deathstroke as a comic book character, I didn't even know I was playing Deathstroke until I arrived. I did the audition, they didn't even tell me. I got there and they put me in a costume, and I just kind of had to make it up on the day. Deep voice, dangerous. Shannara Chronicles, it was amazing to bring Terry Brooks' series to air. A lot of people that were involved in Lord of the Rings and The Hobbit and Lion Witch and the Wardrobe, wonderful New Zealand set designers, costume lighting, everything. They all took a part in that, so it looks so wonderful because of that. But yeah, you know, it seems these days that a lot of stories that have already been told are the only stories that are coming to screen. And the studios have invested a lot of money in making sure things are proven before they get to the screen. But you know, it'd be interesting going into the future just to see how storytelling does evolve. You know? Donc pour le début, pour Spartacus, il disait que c'était vrai que d'avoir le film, c'était déjà bien, mais en fait, la différence entre un film et une série, c'est que là, par exemple, si je vois son personnage dans le film, il y a vraiment juste une petite partie, quoi. Il n'aurait pas en fait un rôle extrêmement important, alors que grâce aux séries, on peut vraiment pousser un peu le personnage et approfondir chaque personnage. Chaque personnage va avoir vraiment son histoire qui va en fait grandir au fur et à mesure. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un plus pour les fans du film, c'est que c'est vraiment poussé un maximum. Ensuite pour donc la série Hero, il a pu, donc quand il a auditionné, il ne savait pas encore qu'il allait jouer de Deathstroke, il ne savait pas vraiment, il a auditionné et c'est au moment où on lui a mis le costume qu'il s'est rendu compte qu'il allait auditionner pour ce rôle. Donc c'était assez drôle pour lui de se retrouver là-dedans. Et après pour le Hobbit, il disait que l'endroit était génial, ils ont pu tourner en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment une équipe complète avec tout ce qui était costume, tout ce qui était vraiment le design, l'équipe technique, tout ça, c'était vraiment une grande équipe, ils ont pu tous travailler ensemble. Il a aussi ajouté un point sur le fait que oui, beaucoup de scripts, beaucoup de projets sont un peu vont être censurés ou vont être un peu réduits ou voilà, sélectionnés, et que là il a vraiment envie de voir les prochains projets dans les prochaines années qui seront vraiment sans aucune censure, et les projets du coup authentiques qui vont bientôt apparaître. Il a hâte de voir ça. On va passer aux questions du public. On va passer aux questions du public. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez, c'est parti, tu es la première que j'ai vue. Ce sera juste après. La question s'adresse à Corin Nemec, s'il te plaît. Alors merci d'avance pour la traduction. Alors, à part le personnage de Parker, j'aurais aimé savoir quel autre personnage de la série aurais-tu aimé jouer, s'il te plaît? Well, I'm not big enough for Kubiak. I'm not sexy enough for Miss Musso. Although I might look good in a dress.
But Lemmer would have been hilarious. Miss Musso's sidekick, the vampire guy. If I dyed my hair black, that Lemmer probably would have been kind of fun. Otherwise, there was no role that was more fit for me than Parker Lewis, to be honest, for that time period. Even in my real life, it was great. It was a great time. Donc pour sa période, c'est vrai qu'il ne pense pas qu'il aurait pu interpréter un autre rôle que le rôle qu'il a eu, même s'il dit que donc voilà, pour un des personnages, il n'est pas assez pas assez sexy ou pas assez important à ce moment-là. Et donc que ouais, à cette période-là, c'est vraiment le personnage qui lui convenait parfaitement. Il y a aussi le personnage qui joue le vampire. Il dit j'aurais dû me teindre les cheveux en noir, ça aurait été très cool. Merci. Juste à côté. Alors moi j'ai une question pour Joe Flanigan. Je voulais savoir dans quel rôle, dans tous les rôles qu'il a joué, films et séries, de quel rôle il se rapprocherait le plus dans la vie réelle, de quel rôle lui plaisait le plus, et pourquoi il a arrêté sa carrière, même si je pense savoir, parce que pendant un bon moment on l'a plus vu. Okay, so Joe, it's for you. So of all your characters, all the roles you had to play, which one is the one that fits the most with your personality, and why did you stop acting for a while? There's probably two roles that fit the best for me. One was in a movie called Thought Crimes, where I'm a detective and kind of a goofball. The other one would be Shepard. I think one of the reasons, well, you say stop acting, let me tell you something about the business. It doesn't work quite that way. I will say that I was very, very picky when I got off the show. Too picky. And I turned down a lot of stuff because I was like, I don't want to do that. They asked me to play a father with a bunch of kids driving a minivan. I'm like, no, I kill people. You know, and so now I've looked back and I'm like, I think I was too picky, because if you stop working, it's harder to pick up the momentum of working. Donc il y a deux rôles qu'il a beaucoup aimé. Il y a un rôle de détective. Il dit qu'il était un peu rigolo dans ce rôle-là, et aussi le rôle de Shepard. Donc c'est les deux rôles qui lui allaient bien. Et il dit que il s'est pas vraiment arrêté. Il est en mode ça fonctionne pas comme ça dans le business, on va dire. C'est qu'en fait il s'est rendu compte un peu après les années qu'il était un peu trop gourmand, on va dire. Enfin, il voulait vraiment choisir quel rôle il voulait faire. Donc en fait il y a plein de rôles qu'il a mis de côté. À un moment on lui a demandé de faire un papa avec plein d'enfants qui conduisait un minivan. Il était en mode non, ça je veux pas faire. Donc il y a plein de rôles qu'il a mis de côté et qu'il voulait pas faire. Donc il s'est dit, enfin il s'en est rendu compte après que c'était une mauvaise idée, qu'il n'aurait pas dû renvoyer un peu tous ses rôles, parce que quand tu commences à arrêter de tourner, ça te met un peu en porte-à-faux, et pour la suite ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà. Merci. Question suivante, monsieur. Oui, bonjour, merci d'être avec nous, à vous trois. Ma question s'adresse à Manu. Quelles difficultés Manu a rencontrées lorsqu'il a appréhendé le rôle d'Azog dans Le Hobbit? Qu'est-ce qu'il a travaillé spécialement pour faire vivre son personnage? Et quelle relation il a entretenue avec Andy Serkis? Merci. Okay, so question for you. How was it like? Did you have to prepare for your role in The Hobbit? Was it difficult to shoot? And also, how was your relationship with Andy Serkis? Okay, first of all, I wasn't the first person cast to play Azog. The first person they chose was a 7-foot physical guy. But I
I went to high school with this guy. Him and I were in the same year in high school in Newcastle, a small city in Australia. So the chances of two guys from the same high school in the same year getting arsehole was just crazy. But this other guy, 7 foot, got the role. I wish I could tell you this whole story. This guy, his name was Corin O'Brien is the Conan, not O'Brien. His name's Conan. He calls himself. Giant guy. In high school, he would walk around like this, and nobody talked to him. He was just a tall, kind of freak of a guy, you know. And one day in the middle of the playground, and I saw the whole thing happen. This tall, lanky kid that nobody talked to, a bully came up to him and pushed him, and with his two skinny arms, like Arzog, like finding himself for the first time, went and knocked this guy on his ass, right? I saw it happen, and this bolt of lightning came down and turned this guy into a 2 months later, I was a rugby player. We're all playing one of the hardest teams. I'm running down the field, you know, trying to sidestep and look sideways, and here's Stork with his head taped, running like this. I hand him the ball, he runs over, he scores the game-winning try, you know. This guy went from like the loner, tall, stalky kid to like a physical specimen. Now, I was filming Spartacus when Peter Jackson asked me to fly down and audition for Arzog. And I thought, the role's mine. Peter's going to, you know, he's acknowledged me as a New Zealand actor, he's going to give me the role. I flew back up to continue on Spartacus, and Conan got a role on Spartacus as this giant Germanic character. And I said, oh, come over to my house for dinner, we'll talk about high school. We sit down over the dinner table, and he's like, oh, Peter Jackson just rang my agent, and I got this role as Arzog, the king of the orcs. And I remember at the time having my fork in my mouth and eating my, and I went, what? I was sitting over the table from him. When he landed the role of Arzog, right, he went down. Now, he had to go sit in a chair at 2 o'clock in the morning before filming and get all the prosthetics done, everything. If you look up the making of Arzog, you'll see him in his prosthetic outfit. Unfortunately for Conan, when it came 2 years later to the editing of the 3 films, Peter Jackson saw him. I don't know whether you know the story of Darth Vader, but Darth Vader was originally voiced by a Welsh actor who went like, take the princess to the Death Star. And they went, that voice is not working. So they eliminated this actor's voice and brought in James Earl Jones, who went like, Luke, you are my father. I am your father. You know, this deep voice, right? So the same sort of thing happened in this scenario where the director was like, this is not working, Peter Jackson said. So they digitally removed him from the whole film. How they did this in post-productions, 4 months before the premiere. Sorry, darling, long story. And then Peter went through the tapes again, and he told me this. He said, we got to your performance and we thought, Manu's doing Spartacus, he's playing this warrior, you know, we can turn him into a giant orc through CGI. I go down, they come in with a motion capture outfit. They say, do you want to wear these shoes? Andy Serkis wore them when he made Gollum. So I put on Andy Serkis's shoes, stepped into Gollum's shoes, and basically I plagiarized Jaws, because I saw Arzog was a giant white creature, and I thought, what's an apex predator like? So I played Jaws the whole time. I was like, and I was just like moving like a shark, just like this big, and then I used the voice of Darth Vader. I went, you know, I am your father, Luke. So I plagiarized Jaws in my movements and the voice of Darth Vader. And that's kind of the story of Arzog. It wasn't my role, it was the guy I went to high school with. Then I did it with CGI with those aspects. Anyway, long answer again, sorry guys. Peut-être ça c'est trop difficile pour une translation.
Ok. Let's not translate. Anyway, if you didn't understand that, don't worry. Next question. I'm gonna do it a bit quickly, but don't worry. Ok, donc au départ, il n'a pas été, c'était pas lui qui devait être Azog. C'était qui nous raconte que c'était un ami à lui avec qui il était au lycée. Donc il était au lycée en Nouvelle-Zélande. Et quelle est la probabilité que deux gars de la même classe se retrouvent à pouvoir jouer le rôle d'Azog? C'est assez fou. Donc en fait, il raconte un peu comment ça s'est passé. Donc il était en train de tourner Spartacus. Peter Jackson l'appelle et lui dit « Ok, est-ce que tu peux venir en Nouvelle-Zélande? On a un rôle pour toi, le rôle d'Azog, machin. » Donc il y va, ok, il fait son audition. Ensuite, il retourne jouer Spartacus. Et donc il raconte que un peu l'histoire de son ami de Nouvelle-Zélande dans son lycée. C'est un grand... vraiment quelqu'un de super grand, pas très imposant, un peu fin. Il raconte qu'une fois à l'école, il a vu la scène donc dans la cour d'école. Donc c'était un jeune homme qui est super grand et qui se faisait un peu embêter par ses camarades, personne ne lui parlait trop. Et il y a quelqu'un qui arrive, qui le pousse, et là il le voit en fait réagir et frapper cet enfant et les mettre KO. Il se rend compte que quelques semaines plus tard, ce gars-là est passé d'un grand gars tout frêle à vraiment une montagne et une montagne de muscles. Ce qui l'a impressionné, genre il faisait un moment, il jouait au rugby et en fait il joue au rugby, il se retourne et là il voit le gars qui était la semaine dernière tout fin, grand certes, mais un peu tout fin, à quelqu'un en fait d'énorme et d'une montagne. Donc il s'est retrouvé quand il a joué Spartacus. Son ami a eu un petit rôle dans Spartacus et donc ils se sont revus un peu à ce moment-là. Il lui a dit « Ah bah génial, viens manger chez moi, comme ça on pourra parler un peu du lycée ». Ils sont en train de manger, ils discutent un peu et là il lui dit « Ah bah…» Donc son ami lui dit « Tu ne sauras pas quoi, Peter Jackson m'a appelé, je vais pouvoir jouer le rôle d'Azog ». Donc là il était en train de manger, sa fourchette dans la bouche et il s'est arrêté en mode « Quoi ?» Donc en fait, c'est comme ça qu'il a appris que son ami allait jouer au final son rôle. Donc une fois que tout a été tourné, si vous voyez le montage, donc le moment où il va voir toutes les prothèses qui ont été mises sur lui, on voit en fait le montage. Donc ça, c'est son ami qui a tout sur lui. Et qui raconte aussi, comme dans Star Wars, la voix de Dark Vador, au final, une fois qu'ils avaient fini de tourner, la voix, ça n'allait pas. Donc ils ont réussi à couper la voix et ils ont mis la voix de quelqu'un d'autre qui fonctionne très bien. Et donc ça a été pareil là pour Peter Jackson, il s'est rendu compte qu'à la fin ça ne marchait pas. Donc il a rappelé Manu pour lui dire ok, j'ai besoin de toi. Donc c'est à ce moment-là où il y a eu CGI, donc il a mis les chaussures d'Andy Serkis, donc pour Gollum, avec toute la combinaison, avec les points et tout ça. Donc tout a été retourné, refilmé. Et c'est comme ça qu'en post-production, tout a été transformé et donc il redit qu'au départ, c'était pas lui qui devait avoir ce rôle. Elle est incroyable, she's amazing. On peut l'applaudir très très fort. Une question, jeune homme, là-bas. On va t'amener un micro. Oui, donc une question pour Joe. J'ai vu récemment son retour à l'écran avec Jason Momoa dans Si. Il y avait notamment aussi David Elwright. Je voulais savoir déjà dans un premier temps comment ça s'est passé ce retour à leur côté. Et est-ce que prochainement on pourrait le revoir aux côtés de Jason Momoa, par exemple dans sa nouvelle série? So we saw you with Jason Momoa not long ago. How was it shooting with him again? And are you going to do any project with him soon? I'll definitely be doing more projects with Jason. Jason was my roommate the last 3.5 years, shooting Stargate in Vancouver. And we just became great friends. He's not like people think he is. You know, he's actually kind of a softie. I don't know if you know the cartoon Marmaduke. You know Marmaduke? Marmaduke is a big Great Dane dog, and he's a blue. Jason reminds me of Marmaduke. He's a big, soft teddy bear. He's a sweet guy, and it's really exciting to see him do well. And yeah, he just
he just called me, I think Friday, to say he had finished shooting Dune with his son Wolfie, and we were talking about how exciting that was, and we were talking about how we worked together and we had no children. Next thing we have children and they're working with us. It's fascinating. So. Donc il aimerait beaucoup retourner avec Jason Momoa, surtout qu'il dit que oui, pendant qu'ils ont tourné Stargate, ils ont été en coloc pendant 3 ans et demi, donc ils ont vraiment pu apprendre à se connaître vraiment très bien, ils sont devenus amis. Et donc il rajoute qu'en fait, il n'est pas du tout comme on pense qu'il est, c'est-à-dire que c'est vraiment un nounours, donc ça me fait penser comme un personnage de dessin animé où c'est un très grand chien imposant, mais en fait qui est vraiment tout doux, et voilà, c'est ça, c'est vraiment un grand ours. Et donc il disait qu'ils se sont appelés vendredi dernier. Jason lui racontait qu'il venait de finir de tourner Dune avec son fils. Et donc il se rend compte, au téléphone, ils se sont dit ok, quand on tournait ensemble Stargate, on n'avait pas d'enfants. Et là c'est dingue de se dire qu'on a des enfants et on travaille avec eux, ce qui est vraiment incroyable. Merci. Autre question, les jeunes filles? La question, elle est pour Joe Flanigan. C'est quand il jouait Shepard dans Stargate Atlantis, est-ce qu'il y a un épisode où pour lui jouer le rôle de Shepard c'était vraiment difficile, ou alors est-ce que tout le long de la série jouer Shepard c'était vraiment facile? When you were Shepard, is there like an episode who was really difficult for you to be Shepard, or through all the show was it easy for you to be Shepard? Puis 2-3 épisodes qui sont très difficiles, par exemple Doppelganger. Oui, Doppelganger, parce qu'il y a 2 Shepards. Il faut que je joue les 2. C'était très difficile. Et les épisodes avec beaucoup de maquillage, les prosthétiques, c'est très difficile. Mais normalement, le caractère, c'est très facile parce qu'il est très naturel pour moi, pour cette caractère, Shepard. So, the character was not difficult so much as the storyline could be difficult, mais pas le caractère. Donc le personnage en lui-même n'était pas difficile à interpréter, ça va être plus l'histoire derrière qui de temps en temps pouvait être un peu plus compliquée. Le jeune homme au fond avec le t-shirt blanc. Thank you for this conference. We are a huge fan of Stargate SG-1 and Stargate Atlantis. My question is, can you imagine a meeting between Jonas Quinn and Shepard? And my friend meeting in the show. And my friend, I have another question. So for Joe Flanigan, so for Stargate Atlantis, so when you learned the series was cancelled, so how did you feel? And apparently there would be a 6th season if the show wasn't cancelled. So what's the story from your point of view you have for the 6th season? So I think about Tori Higginson coming back from Stargate Atlantis and being again the head of the lost city. Thank you. C'est une bonne question, mais do you want to translate? Donc quelle serait oui, comment c'est la première question, j'ai juste pas entendu la première question. Donc la relation entre les deux personnages, voilà. Et donc la deuxième question était quand ils ont appris, donc quelle a été sa réaction en fait quand il a appris que le show allait être donc annulé, donc pas de suite pour le show. Et donc qu'est-ce que ça, parce que s'il avait continué, il y aurait eu plusieurs saisons derrière. Donc voilà, quelle était sa réaction? Ça, c'est la première fois que je travaille avec Corin maintenant. I don't know what that would be. I guess you're a character, I'm a character. It's entirely. They would have got along great. Entirely plausible. There might be a little problem with this guy stealing my beer,
Possibly. And then the second question, yeah, Stargate ended in the most bizarre way because we were not technically finished. We were supposed to do more films, like 2 or 3 films that would answer a lot of questions, and we never did. So people watch Atlantis and it ends, and people are like, c'est quoi ça? Right? But yeah, it would be a lot of the storylines I like are parallel universe storylines, especially the ones that take you back to Earth. I like that. And I think Shepard should have a girlfriend. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, donc c'est assez drôle de se rencontrer comme ça. Et du coup, oui, c'est vrai qu'ils ont chacun donc, un personnage assez différent, mais ils pensent qu'ils s'entendraient quand même super bien. Et le fait, voilà, donc juste si jamais il lui vole sa bière, ça c'est pas possible. Là, vraiment, il serait pas content. Et donc pour la deuxième question, c'est vrai que ça s'est arrêté d'un coup, et il y avait plein de questions en fait qui auraient pu être répondues parce qu'il y avait plusieurs films, 2 ou 3 films qui avaient été prévus pour la suite. Donc ils se sont dit en fait ok là il y a plein de questions qui auraient pu être répondues pour les fans. Donc à la fin quand tout s'est arrêté, ils se sont dit ok mais là ça s'est arrêté vraiment trop d'un coup. Et il y a plein d'histoires qu'il a adorées en fait dans des univers parallèles. Qui en a un où il est sur Terre, enfin, il y en a plein de différents, et il dit que c'est vrai, un truc qu'il aurait bien aimé, c'est que Shepard ait une petite amie. Ça aurait été très cool. Oui, jeune fille. Alors en fait, j'ai 2 questions. La première, c'est pour Joe Flanigan. Est-ce que tourner dans Atlantis avec les technologies avancées, c'était réaliste? Les portes qui s'ouvrent, les boucliers sur la porte, le hangar des jumpers, tout ça. So Stargate Atlantis, all the new technology, was it like believable? All the like doors opening, all the things, was it really believable? You're gonna have to answer that. C'est plutôt toi qui vas pouvoir répondre à la question. Par exemple, le jumper était bois et styrofoam. I mean, everything's made of basically wood and styrofoam. Okay. I personally, when I got on set, thought it was ridiculous. I was like, what is this crap? This is ridiculous. I feel like I'm in a high school play. But by the time it was edited, it looked great. So you learn to do things. But I made a decision that I myself wasn't really going to use super cool weapons. Like Momoa's gun and stuff. I was going to stick to my earthly weaponry. And just be very real time today on Earth sort of guy. I call myself an analog man in a digital world, yeah. Donc c'est vrai qu'au début du tournage, quand il est arrivé, il s'est dit oula waouh, ça va être vraiment ridicule là. C'est vraiment parce qu'il disait que tout était fait un peu en bois et genre polystyrène. Enfin vraiment, il s'est dit ok là je me retrouve dans une pièce de théâtre d'enfants au lycée. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est au fur et à mesure, à la fin, quand ils avaient fini de tourner, c'était vraiment bien fait et bien réussi. Donc il se dit au fur et à mesure, on apprend beaucoup et donc les choses changent beaucoup. Et même au niveau de ses armes, lui, il n'avait pas le pistolet comme Jason pouvait avoir. C'était lui, il voulait garder, il a fait le choix de garder vraiment une arme qui pouvait être, ok, à cette époque, un homme sur Terre pourrait avoir cette arme-là. Donc il avait un peu l'impression d'être l'homme un peu arriéré sur tout le côté technologie. Il s'éloignait un peu de toute cette technologie. D'accord, merci. Le rendu en tout cas il est super. Et ma deuxième question c'est pour Corin Nemec. Au début de la saison 6 je crois, il y a un passage dans un vaisseau mère Goa'uld où
il y a une cascade dans l'eau où il faut récupérer, que Julian Quinn récupère des cristaux de contrôle pour développer une porte pour la déverrouiller. Je veux savoir si est-ce que c'était difficile pour vous, Corin Nemec, de jouer cette cascade sous l'eau. C'est comment vous avez réussi à faire ça? Yeah, that particular scene, that was in the beginning of season 7, I believe. Redemption, I think, might have been the name of it or something. But the scene was incredible. I loved it. I actually, unbeknownst to myself, have been training for it my whole life. I used to be the kid in the swimming pool who could like hold his breath and swim back and forth like 4 or 5 times across the pool without coming up for air. And so when that scene came up, I was like, oh, I'll show them. I'll show them how long I can hold my breath. And I ended up holding my breath for 1 minute and 48 seconds. And they had to edit the scene shorter because it was too long. So I thought I did a pretty good job. I mean, 1 minute and 48 seconds doesn't sound that long, but try and hold your breath right now for 1 minute and 48 seconds and see how it goes for you. Donc oui, il s'en souvient, donc ouais, il pense que c'est le début de la saison 7. Et dit que c'est vraiment un moment où il s'est dit, ok, là c'est vraiment, je me suis préparée pour cette scène toute ma vie en fait. Parce que c'était le genre d'enfant à rester dans la piscine des heures et à passer son temps à faire de l'apnée. Il pouvait rester vraiment un temps fou sous l'eau. Il faisait des allers-retours, des longueurs dans la piscine sans respirer. Donc il était en mode, ok, je vais leur montrer comment on fait et ce que je sais faire. Donc quand il a tourné ça, il était en mode ok, je vais leur montrer que je peux tenir le plus longtemps possible. Donc c'était un super moment pour lui de tourner cette scène. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Alors, tac, mademoiselle au fond jaune, avec la manche jaune. Oui, bonjour. Ma question est pour Manu. Je voulais savoir comment c'était de tourner Spartacus après le décès de Andy Whitfield. How was it to shoot Spartacus after the death of Andy Whitfield? I mean, there's 2 answers to the question. One's about a young man who lost his life, to cancer, who had a young family. Probably the saddest thing about Andy's passing was that he had a young son that would come on the set and saw his father as a hero. His son was about maybe 7 when his dad landed the role, and he had a daughter that was maybe 4 or 5. And the boy used to always run up to me and go, "My daddy's gonna kick your butt." He used to say this to me, and I used to laugh at him and say, So look, I mean, when Andy got sick, it was as though the reality was the show was going to be cancelled because his illness meant that he had to take a year of doing chemotherapy. So we all left after the first season under the impression that we were going to be cancelled. Then the writer Stephen DeKnight came up with the idea of going back in time in a small series that wouldn't involve Andy. And basically my character Crixus sort of did the same story. It's the story of my arrival at the Ludus, and it was very fortunate in a way for the development of my character Crixus, because you got to see Crixus as an innocent prisoner coming into the Ludus world, unlike in the same way that Andy had come in, or Spartacus had come in. So from being the real arrogant killer that Crixus was, all of a sudden you saw him in long hair, kind of like going like, what is this world? And then I had to climb to being top dog and being arrogant and having this fight in me. So it changed dynamics from my acting role in a different way to the tragedy. And then of course Liam McIntyre came in and replaced Andy Whitfield, and then we had to build the show around a new lead actor.
which was difficult emotionally and difficult to do just practically, because the audience had to believe Andy did such an amazing job that it was very, very tough shoes to step into. And Liam came to me after a couple of weeks on set saying, you know, the directors are telling me this, the producers are telling me this, I'm getting calls from Starz Network telling me that, you know, he was so confused about the character he had to play. And I just kept on saying to him, listen mate, you've got to own it, you know. You can't think that you're copying anybody, you've got to own this character with your own spirit. You were cast because you've got what it takes, mate. So just believe in yourself, cut out the noise and just go for it. So it was a very difficult transitional period emotionally for everybody. I remember the day that they called us into the studio and they said Andy Whitfield just passed away. I can't tell you how sad that moment was for everybody, and this moment of complete emptiness that somebody of his potential in the acting world, that guy could have played James Bond. He could have done so many roles going into his future, but most importantly, he could have been a father, and these kids could have not gone through what they went through, you know. That's the most important thing. I mean, for us, it was a situation where we kept going on because they found a way to solve the storytelling problem, and you know, we ended up accomplishing 4 seasons of Spartacus, 3 of them without Andy, you know. So hats off to the creative side for keeping the story going, but none of us will ever, you know, ever be able to think about Andy Whitfield other than that he was an amazing actor and his time came too soon. Yeah. Donc dans sa réponse, il y a un peu deux côtés, donc quelque chose de vraiment très triste du fait de sa maladie, et surtout le fait qu'il avait, donc il était papa, jeune papa en fait, d'un fils de 7 ans et d'une fille de 4 ans, donc il racontait que son fils venait tout le temps sur le tournage, donc il y a plein de moments où il venait et il courait dans ses bras et en fait tu lui disais « Ah, mon papa il va te casser la gueule !» Et donc c'est voilà, plein de souvenirs comme ça où il dit bah voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment tragique, surtout pour les enfants. Et une autre idée aussi qui est survenue à ce moment-là, c'est que avec toute la chimio qu'il a dû endurer, le tournage s'est arrêté et ils ont tous pensé que la série allait être totalement annulée, totalement finie et aucune suite. Donc c'était un moment un peu incertain pour tout le monde, jusqu'au moment où ils ont eu en fait cette idée de trouver un moyen de continuer la série sans malheureusement Andy. Donc ils ont eu l'idée de faire en fait un peu le passé de toute cette histoire, et donc ça a dû être vraiment un changement aussi pour le rôle de Manu. Il a dû un peu changer sa façon d'être à ce moment-là, parce que c'est avant en fait tout ce qui s'était passé dans la saison 1, donc ça a beaucoup changé. Et donc vraiment la personne ensuite, par la suite, qui a dû reprendre le personnage d'Andy, il était un peu dans une situation très compliquée, de vraiment se mettre à la place d'une personne comme ça qui a fait un rôle merveilleux. Il venait voir Manu pour lui demander des conseils. Il se disait ok, là il y a l'équipe qui me disent des choses, eux ils me disent d'autres trucs, donc je sais pas comment faire, je sais pas comment m'en sortir. Donc Manu lui a vraiment dit il faut que le personnage vienne en toi un petit peu et n'essaye pas de copier quelqu'un ou de ressembler à quelqu'un. Il faut vraiment que tu interprètes ta façon du personnage, il faut que tu mérites le personnage. Donc voilà, mais il dit surtout qu'en fait Andy aurait pu faire tellement de rôles, il aurait pu être James Bond, il aurait pu faire vraiment encore beaucoup de choses dans sa carrière, mais surtout ce qu'il aurait pu faire et le plus merveilleux, c'est d'être papa pour ses enfants. Merci beaucoup. So like yesterday, we're going to do a quick picture with everyone. La conférence est maintenant terminée, on va pouvoir passer pour faire une petite photo. On vous remercie toutes et tous, en tout cas on peut les applaudir encore très très fort. Corin Nemec, Flanigan et Manu Bennett et Sarah pour son magnifique travail d'interprétation.